Être une bonne personne ne garantit le respect de personne. Souvent, l'obsession de plaire et de satisfaire devient un piège camouflé en vertu. Tu t'épuises, tu t'invisibilises et tu finis par payer un prix élevé pour une paix artificielle. Personne ne va prendre soin de tes limites si tu ne le fais pas d'abord. Nous vivons dans une culture qui applaudit le sacrifice et l'abandon excessif, mais qui se tait devant le coup psychologique de ceux qui s'oublient pour soutenir les autres. La soumission n'est pas de la bonté, c'est de la peur déguisée en générosité. Le stoïcisme ne parle pas d'être une statue froide, mais d'entraîner le caractère pour choisir fermement quand dire oui et, surtout, quand dire non. Celui qui ne se priorise pas devient un outil pour les autres. Tu n'es pas responsable de porter le monde sur tes épaules, ni de résoudre les vies des autres. Ta dignité ne peut pas dépendre de l'approbation extérieure. Cesser de se justifier est un acte de respect de soi, et apprendre à se taire à temps est la réponse la plus intelligente quand on cherche à te manipuler. La véritable liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être toi-même. L'inconfort est nécessaire, personne ne te rendra le temps ni l'énergie que tu as sacrifiée par peur de déranger. Aujourd'hui, tu vas apprendre à te choisir, même si cela dérange ceux qui sont habitués à ta soumission. Plus de concessions par peur, la fermeté est ta nouvelle forme de respect. 1. Arrête de chercher une validation constante. Arrête de te mentir. Chercher une validation constante est un piège que tu as toi-même creusé et dont toi seul peux sortir. Tu n'es pas un enfant perdu qui a besoin de l'approbation de chaque personne autour de toi pour savoir que tu as de la valeur. Si tu continues à mesurer ta valeur selon les sourires des autres, les merci forcés ou les tapes dans le dos, tu hypothèques ta vie et ton pouvoir personnel en mensualité qui ne cesse jamais d'être payée. Le besoin chronique de plaire, d'être accepté à tout moment, est un mécanisme mental qui ne fait que te fragiliser et te transformer en marionnette des volontés d'autrui. Chaque fois que tu repousses tes limites par peur de déranger, chaque fois que tu tais ta véritable opinion pour ne pas perdre des points dans cette absurde compétition de sympathie, tu te trahis un peu plus. Et la vérité est celle-ci. Personne ne respecte celui qui s'humilie pour plaire. Personne n'admire celui qui vit en fonction des applaudissements. Arrête de te justifier en disant que tu es une bonne personne, quand en réalité tu es incapable de dire non par peur du rejet. Ce théâtre ne sert qu'à ce que les autres t'utilisent comme un joker émotionnel, sachant que tu céderas toujours à la moindre pression. Être bon n'est pas se laisser piétiner, ni servir de paillasson pour que les autres nettoient leur frustration. La véritable bonté exige de la force, exige du discernement, exige que tu te mettes en premier quand c'est nécessaire. Ne confonds pas éducation avec servilité, ni empathie avec soumission. Il y a une énorme différence entre aider par générosité et se donner par peur. Si ta paix dépend de l'approbation des autres, tu es esclave d'attentes que tu ne contrôles même pas. La philosophie stoïque est claire. Ta valeur n'est pas négociable, ta dignité non plus. Les stoïques ne cherchaient pas des applaudissements, ils cherchaient la cohérence interne. As-tu du mal à poser des limites? As-tu peur de décevoir? Alors tu dois commencer à entraîner ce muscle inconfortable qui s'appelle dignité. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable juste par peur de déplaire, tu fractures ton caractère. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de la faiblesse, et la faiblesse au fond se paie par du mépris, d'abord le tien et ensuite celui des autres. Remercier pour tout, céder toujours, expliquer tes décisions jusqu'à l'épuisement, vivre en fonction de l'humeur des autres, c'est le manuel d'instruction pour une existence médiocre. Tu veux du respect, mais tu te comportes comme quelqu'un de superflu. Tu veux de la liberté, mais tu vis enchaîné à l'opinion des autres. Si tu cherches vraiment l'intelligence émotionnelle, commence par arrêter de demander la permission d'être toi. Personne d'autre ne va te donner ce feu vert que tu désires tant. La validation externe ne remplit jamais le vide intérieur. Elle l'alimente et l'agrandit. Personne ne viendra te sauver de ta propre insécurité. C'est l'une de ces vérités inconfortables. Les gens ne respectent que ceux qui se respectent d'abord.
Arrête de perdre du temps à essayer de t'adapter à des moules qui ne te correspondent pas. Arrête de négocier ta paix pour des miettes d'acceptation. Le respect des autres commence toujours par le respect de soi. Tu n'as pas à t'expliquer tout le temps. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à être le sauveteur émotionnel de qui que ce soit. Apprendre à dire non, à se taire quand il le faut, à cesser de justifier chaque pas, est le premier acte de rébellion qui te rend le contrôle de ta vie. La validation est une dette impossible à rembourser et plus tôt tu le comprendras, plus vite tu cesseras d'être l'otage des autres. Choisis ta liberté, même si cela te coûte quelques visages fermés. Personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Définissez des limites claires et ne les expliquez pas. Il vous arrive quelque chose de simple. On vous demande une faveur que vous n'avez pas envie de faire. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas votre responsabilité, mais vous ressentez une pression silencieuse qui vous pousse à dire oui. Vous notez l'inconfort, ce mélange de culpabilité et de peur de décevoir. Et pourtant, vous êtes là, à inventer une excuse, à hésiter, à chercher une raison convaincante qui justifie votre non. Comme si votre refus devait être approuvé, comme si votre droit à avoir des limites dépendait de la compréhension des autres. Souvent, vous n'y parvenez même pas. Vous finissez par accepter, en ingérant le malaise, en accumulant un ressentiment qui se transforme ensuite en fatigue émotionnelle. Et tout cela pour éviter un moment de tension. Quel prix élevé il en coûte de céder son espace personnel pour un instant de paix apparente. Mais le véritable problème n'est pas à l'extérieur, mais dans la croyance intérieure que vous devez expliquer, négocier ou adoucir vos limites pour qu'elles ne semblent pas être une attaque. C'est un piège mental que vous avez appris depuis votre enfance. L'idée que poser des limites est synonyme d'égoïsme, que être ferme est être insensible ou froid. Ainsi, chaque fois qu'une situation inconfortable se présente, votre esprit se remplit de justifications, prépare des arguments, imagine des réactions négatives et cherche à éviter le conflit à tout prix. Le poids de l'approbation sociale devient une sorte de filtre qui déforme votre perception de ce qui est juste et nécessaire. Mais la vérité est que personne ne va protéger votre paix si vous ne le faites pas d'abord. Vous n'avez pas à vous asseoir devant un tribunal chaque fois que vous décidez de prendre soin de votre temps ou de votre énergie. C'est ici que la dignité et l'intelligence émotionnelle entrent en jeu. Les limites claires ne demandent pas de permission ni de pardon. Elles se communiquent avec fermeté, sans fioriture ni excuse. Expliquer trop est une forme cachée de demander de l'acceptation, de mendier de la compréhension pour quelque chose qui, au fond, vous revient de plein droit. Chaque fois que vous justifiez vos limites, vous les affaiblissez. Chaque fois que vous donnez des explications inutiles, vous ouvrez la porte à ce que d'autres négocient avec vous, remettent en question vos raisons ou vous manipulent pour que vous cédiez. Le respect ne croit pas là où il y a de l'hésitation. La clarté, bien qu'elle soit parfois inconfortable, est un acte d'autodéfense psychologique. La racine de cette habitude réside dans la peur de perdre l'affection ou le statut, dans la crainte d'être considéré comme égoïste. Mais cet investissement émotionnel ne vous conduit qu'à hypothéquer votre bien-être futur pour une petite dose d'acceptation passagère. La véritable force réside dans la capacité à supporter l'inconfort momentané d'un visage long ou d'un silence gênant, plutôt que de porter pendant des jours l'insatisfaction d'avoir cédé encore une fois. Dire non et se taire ensuite est suffisant. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vos limites sont valables. Vous n'avez pas besoin d'être sympathique pour être respecté. Silence et fermeté, c'est la véritable autorité. Lorsque vous commencez à le pratiquer, c'est difficile. Le corps se tend, la voix tremble, l'esprit crie que vous devez expliquer, adoucir, ne pas risquer d'être le méchant. C'est le vieux réflexe de vouloir plaire et appartenir. Mais c'est là que se forge le caractère, en résistant à la tentation de vous justifier. Ce n'est pas de l'arrogance ni de la froideur, c'est du respect de soi. La valeur de vos limites se mesure à votre capacité à les maintenir sans demander pardon d'exister. Au final, seul celui qui sait dire non
sans tourner autour du pot, devient maître de lui-même. Ligne emblématique. La limite que vous défendez en silence vaut le double. Une autre, votre autorité commence là où vous cessez de vous justifier. 3. Choisis ton bien-être avant de plaire. Je n'aime pas l'admettre, mais souvent, j'ai choisi le bien-être des autres avant le mien, juste pour éviter de me sentir coupable. C'est inconfortable de reconnaître que, derrière cette générosité apparente, se cachait une sorte d'addiction à l'approbation, une dépendance psychologique à la sensation d'être le bon, même si cela impliquait de me trahir. Le problème, c'est que ce mécanisme ne paie jamais ce qu'il promet. Il te livre la satisfaction fugace de plaire, mais te facture ensuite avec de la fatigue, du ressentiment et un sentiment de vide qui ne s'en va pas. Si tu y penses calmement, prioriser le plaisir des autres est une stratégie de survie apprise, un réflexe presque automatique pour te protéger de l'inconfort, du rejet ou du jugement. Mais cette stratégie, loin de t'apporter la paix, te transforme en otage des émotions des autres. C'est un investissement émotionnel avec des intérêts très élevés. Plus tu cèdes, plus on attend de toi, et plus tu t'efforces de ne pas décevoir, moins tu te respectes toi-même. L'origine de ce schéma se trouve souvent dans une éducation émotionnelle défectueuse, où l'on t'a appris que ton propre bien-être est secondaire et que mettre les autres en premier est un signe de vertu. Le résultat est que chaque fois qu'un conflit surgit entre ce dont tu as besoin et ce que les autres attendent de toi, ton esprit active le pilote automatique. Minimiser tes besoins, justifier ceux des autres, reporter ton repos, accepter des tâches qui ne te concernent pas. Le coût de cette habitude est cumulatif et le corps le ressent. Fatigue chronique, irritabilité, manque de motivation et un sentiment constant d'être endetté envers tout le monde sauf toi-même. Vivre ainsi, c'est renoncer peu à peu à ton propre projet de vie. C'est donner du temps, de l'énergie et de la santé en échange d'une image de bonté que personne ne récompensera comme tu l'espères. Sur le plan psychologique, le dilemme est simple. Tu dois décider si tu préfères la tranquillité superficielle de plaire au détriment de ton authenticité ou le malaise momentané de te prioriser, même si cela dérange les autres. La peur d'être égoïste est un piège conceptuel, un filtre mental hérité qui déforme l'idée de justice personnelle. Te prioriser n'est pas négliger les autres, c'est cesser de te sacrifier inutilement par peur de perdre de l'affection. Lorsque tu analyses tes décisions sous cet angle, tu réalises combien de fois tu as agi par peur et non par liberté. C'est ici que l'intelligence émotionnelle réelle entre en jeu. Il ne s'agit pas de te protéger de la douleur des autres, mais d'apprendre à distinguer entre aider par conviction et aider par besoin d'être accepté. La première option ajoute, la seconde te retire. Choisir ton bien-être exige une révision brutale de tes motivations et un entraînement conscient pour tolérer le malaise de décevoir. Personne n'aime recevoir de la désapprobation, mais si tu choisis toujours le chemin facile, tu ne connaîtras jamais le respect de soi. Chaque fois que tu priorises ton repos, ta santé mentale ou ton temps, tu envoies un message clair. Ta vie n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de la sympathie. Ces petits actes d'auto-affirmation, bien que gênants au début, construisent une base solide sur laquelle repose une véritable estime de soi. La clé est de comprendre que plaire n'est pas une obligation morale et que personne n'a le droit d'exiger ton sacrifice constant. La philosophie stoïque le dit clairement. Le contrôle sur ce que tu penses et décides t'appartient et seulement à toi. Si tu remets ce contrôle par peur de déplaire, tu perds bien plus qu'un sourire d'autrui. Tu perds la possibilité de vivre en cohérence. Choisis ton bien-être avant de plaire, même si cela implique des visages fermés ou des jugements silencieux. La vraie paix commence lorsque tu cesses de te trahir pour t'intégrer. Il n'existe pas de dignité sans autodéfense consciente. Phrase emblématique, ton bien-être n'est pas négociable. Une autre, le respect des autres ne compense pas l'abandon de soi. 4. Utilisez le silence comme réponse consciente. Un ascenseur arrêté entre deux étages, silence absolu, seulement le bourdonnement lointain du câble tendu et le clignotement froid du panneau de chiffres. Pas de musique, pas de mots,
Pas d'échappatoire rapide. Juste cet instant suspendu où le temps s'étire et t'oblige à t'écouter, à sentir le poids de ta respiration et le battement accéléré sous la peau. Utiliser le silence comme réponse, c'est exactement cela. Arrêter le mécanisme automatique des excuses, couper le flux anxieux des mots et rester immobile, mal à l'aise, dans l'espace entre ce qu'on te demande et ce que tu décides. Le silence, bien choisi, est inconfortable pour celui qui l'observe, percutant pour celui qui le maintient. C'est le langage de celui qui n'est plus prêt à offrir des explications, ni à laisser les autres le pousser hors de ses propres limites. Dans la vie réelle, cela se traduit par des gestes concrets. Quelqu'un te lance une demande déguisée en urgence, attend ta réaction docile, mais tu soutiens simplement le regard, sans hâte, laissant le poids de l'attente tomber sur la table. Tes mains restent immobiles, tes lèvres scellées. L'autre commence à s'inquiéter, cherche à remplir l'air de justification, d'arguments, d'allusions, mais tu ne cèdes pas le terrain. Apprendre à utiliser le silence nécessite une maîtrise du corps. Contrôler l'impulsion de te justifier, résister à la pression invisible de devoir dire quelque chose. Laisser le moment se refroidir pour que la décision vienne de la fermeté et non de la culpabilité. Le silence est inconfortable, mais c'est un inconfort qui entraîne le caractère et protège ton énergie. Beaucoup ne supportent pas ce vide et remplissent l'air d'excuses inutiles, comme celui qui se couvre d'une couverture chaque fois que la température baisse. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer, chaque fois que tu permets à l'autre de coexister avec le non-dit, tu renforces ton autorité interne. Il est courant qu'on te qualifie de froid ou distant. C'est le prix initial de cesser d'être prévisible et complaisant. L'inconfort des autres ne t'appartient pas. Lorsque tu romps avec l'habitude de remplir l'espace avec des arguments, tu apprends à valoriser l'information que ton propre silence génère. Tu observes comment l'autre réagit, combien il insiste, à quelle vitesse il recourt à la manipulation ou au reproche. Le silence bien utilisé est un filtre. Il sépare la demande légitime du chantage émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ou indifférent, mais de choisir quand et comment parler, de ne pas offrir ton énergie à chaque interaction. Le silence est aussi un bouclier, face aux provocations, aux critiques déguisées en conseils ou aux tentatives de te faire douter de tes propres décisions. Se taire est une manière de couper le cycle de l'influence extérieure. Au lieu d'entrer dans le jeu de la justification, d'alimenter le conflit avec des mots, tu choisis la pause, l'espace, la réponse qui ne s'épuise pas. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la scène. Ligne iconique. Le silence inconfortable vaut plus que 1000 excuses vides. Tu n'as pas à remplir tous les vides. La véritable force réside dans le maintien de l'espace, dans la résistance à la pression sans te trahir, dans le fait de laisser clairement, sans mots, que ta décision est suffisante en elle-même. Il y a des gestes qui en disent plus que n'importe quelle explication. Le regard ferme, la posture droite, l'immobilité des mains. C'est là que surgit la véritable dignité, la certitude que ta présence ne demande pas de permission. Laisse le silence parler pour toi. Celui qui ne sait pas coexister avec lui ne sait pas non plus respecter tes limites. Ligne iconique. Celui qui maîtrise le silence devient maître de son temps et de sa paix. 5. Ne prends pas la responsabilité de la vie des autres. Tu n'es le sauveur de personne. Arrête de porter les vies des autres comme si c'était ta responsabilité, comme si ta mission était de sauver ceux qui s'enfoncent dans leurs propres erreurs. Ce rôle est un piège déguisé en noblesse, une stratégie d'auto-illusion qui ne fait qu'alimenter ton ego et drainer ton énergie. La vérité inconfortable est que tu t'es habitué à te sentir nécessaire, à croire que sans ton aide, les autres ne sauraient pas quoi faire. Mais ce besoin d'intervenir, de résoudre, d'éviter que les autres affrontent leurs conséquences n'est qu'un mécanisme pour te distraire de ton propre vide. Chaque fois que tu t'immisces pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les tiens, tu te mets une médaille invisible et en même temps, tu t'enchaînes à une vie d'épuisement, de frustration et de ressentiment. La réalité est brutale.
Celui qui vit en assumant les responsabilités des autres n'est pas plus généreux, il est plus faible. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en vertu. Peur de ne pas être important, de ne plus être indispensable. Peur que si tu lâches le rôle de sauveur, tu te retrouves seul avec tes propres affaires, sans le drame des autres qui te donne un sens. Mais personne ne te remerciera comme tu l'espères. Au contraire, plus tu résous pour les autres, plus ils deviennent dépendants. Plus tu te sacrifies, moins ils te valorisent. Devenir le coussin émotionnel des autres ne fait que te faire utiliser comme monnaie d'échange pour acheter de l'affection bon marché. Arrête de te croire indispensable. La vie des autres n'est pas ton projet. Il est facile de tomber dans l'excuse de « je veux aider ». Je ne peux pas détourner le regard. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Mais ces phrases sont des mensonges que tu te racontes pour ne pas affronter la peur de décevoir, de perdre le contrôle, de cesser d'être perçu comme la bonne personne que tout le monde peut utiliser à sa convenance. Sois clair. Aider ceux qui en ont vraiment besoin, oui. Porter leurs responsabilités, non. Il y a une différence gigantesque entre la compassion et la codépendance. La première ajoute, la seconde te soustrait. Si ton estime de soi dépend de te sentir utile pour tous, ce que tu as n'est pas de la générosité, c'est de la dépendance émotionnelle. Personne ne respecte celui qui se sacrifie toujours et ne se choisit jamais. Phrase emblématique, celui qui vit pour sauver finit par se noyer. Arrête de protéger les adultes de leurs propres erreurs. Laisse le poids des conséquences tomber là où il doit. Personne ne mûrit ni n'apprend quand il y a quelqu'un qui résout tout. Et si c'est toi qui soutiens, qui amortis, qui bouche les trous des autres, tu retardes seulement la croissance des autres et sabotes la tienne. Ce qui semble être de l'empathie est en réalité de la peur du rejet déguisé en altruisme. Ne te trompe pas. La véritable force réside dans le fait de voir quelqu'un trébucher et, au lieu de courir pour le relever, de faire confiance à sa capacité à se relever seul. Si tu es toujours le filet de sécurité, tu deviens prisonnier des chutes des autres. Ce n'est pas ton rôle. Éloigne-toi du syndrome du sauveur. Arrête de demander la permission de te prioriser. Si quelqu'un se sent mal à l'aise parce que tu cesses de porter sa vie, c'est son problème, pas le tien. La dignité commence lorsque tu lâches le besoin d'être le héros et que tu te choisis toi-même. Phrase emblématique. Ta vie n'est pas la scène des batailles des autres. Celui qui veut vraiment du respect apprend à lâcher la responsabilité qui ne lui revient pas. Tu n'es pas indispensable, tu es libre. 6. Sois juste avec vous-même avant d'être généreux. La justice commence par soi-même, même si cela fait mal à l'admettre. Vous ne pouvez pas parler de véritable générosité si vous passez votre vie à ignorer vos propres besoins, à remettre à plus tard vos désirs et à reléguer votre bien-être au dernier plan. C'est une contradiction brutale. Vous vous efforcez tant d'être juste et disponible pour les autres, mais vous êtes implacable avec vous-même. Vous vous imposez des sacrifices que vous ne demanderiez jamais à personne d'autre. Cette balance déséquilibrée n'est pas une vertu, c'est de l'abandon de soi déguisé en bonté. Ce que vous appelez générosité est souvent une peur d'être égoïste, une peur de ne pas être à la hauteur des attentes, une peur de ne plus être nécessaire. Vous vivez en vous préoccupant de ne pas décevoir, de ne pas déranger, de toujours répondre présent, même si pour y parvenir, vous devez vous trahir un peu chaque jour. La voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas si grave, que les autres en ont plus besoin, que vous pouvez supporter, est le mécanisme qui perpétue cette injustice silencieuse. Ainsi, vous devenez le juge le plus sévère de vos propres besoins et le défenseur inflexible de ceux des autres. La racine de ce schéma réside dans une croyance ancienne et profondément ancrée. L'idée que se prioriser est une faute, que penser d'abord à soi est une sorte de péché moral, mais personne ne vous récompense pour vous sacrifier en silence. Au contraire, vous vous habituez à être la ressource facile, le joker qui est toujours là, même lorsque vous ne pouvez plus. Ce système fonctionne par inertie. Vous vous retrouvez à résoudre, à accompagner, à céder. Et quand enfin vous vous demandez ce dont vous avez besoin,
La seule chose qui apparaît est une sensation de vide et de fatigue accumulée. Vous vous êtes tellement entraîné à regarder vers l'extérieur que vous ne reconnaissez même plus le poids de votre propre dette interne. Être juste avec vous-même n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une question d'équilibre psychologique et de respect de base. Celui qui ignore ses propres limites finit par faire payer les autres sous forme de ressentiment, d'épuisement ou de reproches déguisés en bonté. Être juste avec vous-même exige de revoir la façon dont vous vous parlez, dont vous vous jugez et dont vous vous permettez de vous reposer, d'échouer ou de dire non sans sentir que vous devez quelque chose au monde. Il ne s'agit pas d'abandonner la générosité, mais de comprendre que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, ni offrir une énergie qui ne vous reste pas, ni résoudre les vies des autres au détriment de la vôtre. Cet ajustement mental est inconfortable car il oblige à affronter la question que vous évitez le plus. Quelle part de votre générosité est authentique et combien est un mécanisme pour masquer votre peur de ne pas valoir si vous cessez d'être utile? La véritable générosité ne peut surgir que de quelqu'un qui est en paix avec lui-même, pas de celui qui utilise le sacrifice pour remplir un compte émotionnel toujours dans le rouge. Prendre soin de soi est un acte de justice fondamentale. Ligne emblématique. Personne ne va vous rendre ce que vous vous refusez vous-même. La philosophie stoïque insiste sur ce point. La véritable vertu commence par l'autogouvernance. Vous ne pouvez pas être juste à l'extérieur si vous êtes implacable et injuste à l'intérieur. Vous ne pouvez pas prêcher l'empathie si votre dialogue interne est pure exigence et culpabilité. La justice envers vous-même est le premier filtre. C'est seulement à partir de là que vous pouvez choisir quand donner, comment aider et jusqu'où accompagner sans vous perdre dans le processus. Et oui, apprendre à être juste avec vous-même va déranger ceux qui étaient habitués à votre disponibilité illimitée. Qu'il en soit ainsi. Votre dignité n'est pas négociable, votre bien-être non plus. Soyez juste avec vous-même. Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. La plupart du temps, la vie ne se laisse pas apprivoiser par ta volonté. Tu peux dépenser la moitié de ton énergie à lutter contre ce que tu ne comprends pas, à forcer des situations, à serrer les poings dans une tentative désespérée de contrôler chaque détail. Et pourtant, tout ce que tu obtiens, c'est de l'épuisement et un vide difficile à combler. On nous a éduqués à croire que la précipitation, l'effort incessant et le contrôle absolu sont synonymes de succès, mais cette formule ne produit que de l'anxiété chronique, de la frustration et une déconnexion brutale avec ce qui compte vraiment. Lorsque l'esprit s'enferme dans l'obsession du résultat, il perd la capacité de voir les opportunités, de recevoir le bon et de reconnaître la valeur du repos. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est un entraînement quotidien. Apprendre à distinguer ce que tu peux gérer de ce qui ne fait que t'épuiser, à lâcher le poids inutile et à cultiver un calme qui n'est pas une faiblesse, mais un véritable pouvoir. Il y a une leçon qui doit rester gravée dans la mémoire. Plus tu désespères, plus ce que tu cherches s'éloigne. Le coût psychologique de ne pas lâcher prise est extrêmement élevé, et de nombreuses portes ne s'ouvrent que lorsque tu cesses de les pousser. Se détendre n'est pas abandonner. C'est un acte conscient de confiance et de stratégie. Si tu veux attirer ce qui en vaut la peine, tu dois d'abord apprendre à cesser de forcer ce qui ne coule pas. Le calme est ton atout caché. 1. Arrête de forcer ce qui ne coule pas. La réalité est celle-ci. Plus tu t'acharnes à forcer quelque chose qui ne coule pas, plus tu t'enfonces dans une sorte de dette émotionnelle qui ne se rembourse jamais. Insister, presser, essayer de contrôler chaque variable ne te rend pas fort. Cela t'enferme dans un schéma d'épuisement constant. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la peur déguisée en effort. On nous a vendu l'idée que celui qui ne renonce jamais, celui qui insiste jusqu'à se briser, est celui qui réussit le plus. Mensonge. Forcer ce qui n'avance que multiplie ton anxiété, te rend de moins en moins efficace et te rend aveugle aux meilleures options que tu ne vois même pas, parce que tu as les yeux fixés sur une seule porte fermée,
Celui qui ne sait pas lâcher prise finit par porter un poids inutile, investissant de l'énergie dans des batailles qui ne lui appartiennent pas, s'épuisant par fierté ou par incapacité à admettre qu'une situation ne fonctionne plus. Arrête de te justifier avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « la vie est dure », car cette histoire ne sert qu'à éviter le véritable travail. Celui d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de le lâcher. Le stress chronique auquel tu t'accroches n'est pas une vertu, c'est une fracture dans ton caractère qui devient de plus en plus grande chaque fois que tu insistes pour avoir le contrôle total. L'anxiété que tu ressens est la facture que tu paies pour ne pas vouloir faire confiance au processus naturel des choses. Ne confonds pas persistance avec obsession, ni effort avec stupidité. Il y a une différence énorme. Nous vivons dans une culture qui idolâtre le travail sans relâche, la productivité à tout prix, comme si cela était synonyme de valeur personnelle. Mais la réalité est que beaucoup de cette précipitation n'est que peur de rester en arrière ou de ne pas valoir assez. Et cette peur est le pire filtre. Elle déforme tout ce que tu vois, te fait interpréter chaque obstacle comme une menace et chaque pause comme une défaite. La sérénité n'est pas passivité, c'est un muscle qui s'entraîne chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par impulsion et de ne pas te laisser emporter par l'urgence. Lorsque tu réussis à lâcher le contrôle et à cesser de forcer, ton énergie change immédiatement, et cela se perçoit chez les autres, et tu le ressens toi-même. Car rien ne s'éloigne plus que ce que tu veux retenir de manière obsessionnelle. Apprends à lire les signes. Quand une porte ne s'ouvre pas après avoir essayé avec intelligence et calme, arrêter de pousser n'est pas une reddition, c'est de la maturité. Tout ce que tu désires ne te convient pas, et tout ce qui résiste ne mérite pas ton combat. Le véritable avancement vient du calme, du lâcher-prise, de la confiance, que ce qui est pour toi arrive quand tu cesses de forcer et commences à couler. Tu n'es pas plus fort en insistant sans sens. Tu es plus sage quand tu sais quand t'arrêter. L'anxiété n'est pas une stratégie, c'est un auto-sabotage. Si tu veux attirer le bien-être et les opportunités, commence par lâcher ce qui ne coule pas. Le calme est ta plus grande arme. 2. Le calme est ta plus grande force. Le téléphone vibre sur la table pendant que tu manges, et bien que tu saches qu'il n'y a rien d'urgent, ta main réagit avant ta conscience. Tu sens la mâchoire serrée, l'épaule rigide, la respiration plus courte. Entre une tâche et l'autre, l'esprit ne s'éteint jamais vraiment. Il est toujours en train de calculer, d'anticiper, de passer en revue des choses à faire qui ne finissent jamais. C'est ainsi que s'installe l'habitude de l'attention. C'est un mécanisme automatique dans lequel tu restes en alerte, comme si relâcher ce contrôle était un risque réel, comme si baisser la garde te coûterait cher. Mais sous cette hyperactivité se cache une peur silencieuse. La croyance que si ce n'est pas toi qui soutiens tout, quelque chose va s'effondrer, et alors tu te retrouveras exposé, vulnérable, insuffisant. Le problème est que ce mode de vie te vole ta présence et épuise ton énergie jusqu'à ce que tu ne remarques même plus ce qui perd son sens et ce qui compte vraiment. Le calme, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas l'absence de problème ni un idéal lointain. C'est une décision constante, un ajustement intérieur. C'est la capacité de reconnaître l'impulsion de réagir, d'accélérer et de choisir consciemment de ne pas le faire. Ce n'est pas de la passivité ni de l'indifférence, mais une forme d'autorité sur ton propre système nerveux. Tu cesses d'être otage des stimuli extérieurs et commences à répondre depuis une base plus solide, moins réactive. C'est ici que la philosophie stoïque met l'accent. La véritable force ne se mesure pas à la quantité de choses que tu peux contrôler à l'extérieur, mais au degré de maîtrise que tu as sur tes réponses. Un muscle qui s'entraîne lorsque tu décides de ne pas nourrir l'urgence, lorsque tu te donnes la permission de respirer avant d'agir. Le conflit surgit lorsque ton esprit te vend l'idée que seule la précipitation et le contrôle garantissent des résultats. Mais demande-toi honnêtement, combien de fois cette anxiété t'a-t-elle vraiment donné de la clarté? Normalement, elle ne fait que brouiller le jugement, fragmenter l'attention et te faire perdre des opportunités par épuisement.
Le calme, en revanche, est la base à partir de laquelle tu peux observer sans distorsion, distinguer l'essentiel de l'accessoire et agir avec moins d'épuisement mais plus d'efficacité. Lorsque tu lâches la nécessité de tout serrer, tu laisses de l'espace pour que les choses se réorganisent sans ton intervention obsessive. Ce qui est paradoxal, c'est que ce que tu cherches le plus arrive lorsque tu cesses de le poursuivre avec désespoir. Le calme n'est pas de la résignation, c'est une confiance active. La sérénité ouvre des portes que l'anxiété ferme. Tu n'as pas besoin de prouver ta force en poursuivant sans relâche chaque résultat. La véritable autorité est interne et elle se manifeste chez ceux qui peuvent être au milieu du chaos et pourtant ne pas perdre leur centre. Celui qui maîtrise le calme maîtrise sa vie. 3. Le contrôle interne surpasse le contrôle externe. Je vais confesser quelque chose d'inconfortable. Parfois, je me surprends à être piégé dans une sorte de paranoïa silencieuse, comme si toutes les variables de ma vie dépendaient uniquement de ma capacité à anticiper et à contrôler chaque micro-détail. Ce n'est pas une posture héroïque, ni une stratégie brillante. C'est plutôt une réaction automatique qui surgit de la peur de perdre du terrain, d'être exposé si les choses ne se passent pas comme elles devraient. Je reconnais qu'à ces moments-là, je deviens mon propre geôlier. Chaque tentative d'étendre le contrôle vers l'extérieur finit par se transformer en une cellule plus étroite à l'intérieur. Il y a une logique perverse qui opère là, difficile à voir. Nous pensons que si nous serrons suffisamment notre environnement, si nous accumulons des plans, des réponses et des explications, nous atteignons la sécurité. Mais le résultat est exactement l'inverse. L'inquiétude grandit, l'énergie se fragmente, la sensation d'autosuffisance s'érode de plus en plus. Contrôler l'extérieur est une illusion qui ne fait que multiplier la frustration. La racine de ce conflit est psychologique, pas circonstancielle. L'impulsion de surveiller, de corriger et de forcer ne naît pas du désir d'améliorer, mais de la peur de l'imprévisible. C'est une sorte d'assurance émotionnelle mal conçue. Nous cherchons des garanties à l'extérieur parce que nous ne faisons pas confiance à notre capacité de nous adapter à l'intérieur. Et c'est là le véritable talon d'Achille. Lorsque l'accent est mis sur la manipulation de ce qui se passe à l'extérieur, personne, résultat, délai, la perception de l'agence réelle s'affaiblit, celle qui ne s'entraîne qu'en dominant ses propres réactions. C'est ici que le stoïcisme est brutalement clair. Vous ne pouvez exercer de pouvoir que sur vos jugements, vos actions, votre attitude. Le reste est un territoire étranger, et dépenser de l'énergie là-bas, c'est la perdre deux fois. D'abord, vous vous épuisez à lutter, puis vous vous frustrez parce que la réalité n'obéit pas à vos exigences. Il faut être honnête. La plupart des crises d'anxiété, d'épuisement et de déception proviennent de cette erreur de calcul. Nous confondons influence et contrôle absolu et nous devenons esclaves de variables qui n'ont jamais été les nôtres. Le véritable contrôle interne ne consiste pas à se protéger de la vie, mais à développer la capacité de répondre avec clarté et équilibre à tout ce qui arrive. Cela, et rien d'autre, est la liberté émotionnelle. Contrôler l'interne, c'est choisir quelle pensée nourrir, quelle bataille mérite votre énergie, quelle blessure il faut lâcher parce qu'elle n'apporte plus rien. Ce n'est pas de la résignation, c'est une stratégie lucide. La paradoxe est frappant. Plus vous investissez dans le façonnement de l'extérieur, plus vous perdez le contrôle sur vous-même. Le véritable pouvoir est silencieux, invisible. Il se manifeste chez ceux qui ne réagissent pas au moindre stimulus, chez ceux qui peuvent rester calmes, tandis que l'environnement s'agite. C'est la différence entre vivre en mode défensif et vivre avec une autorité interne. Ce que vous contrôlez à l'extérieur est temporaire. Ce que vous maîtrisez à l'intérieur demeure. Au final, ce qui vous définit n'est pas ce qui se passe, mais comment vous répondez. L'esprit discipliné est le plus grand des refuges. Si vous cherchez la sécurité, commencez à la construire dans votre propre jugement. Tout le reste n'est qu'un décor. 4. Moins d'anxiété, plus de clarté mentale. Un esprit saturé d'anxiété ressemble à un pare-brise recouvert de boue.
Peu importe à quelle vitesse tu vas, peu importe combien tu essaies d'avancer, tu ne fais que voir des formes floues et réagir trop tard à ce qui compte. Les pensées courent d'un côté à l'autre, tourbillonnent dans une sorte de trafic mental qui ne se dégage jamais, et chaque décision semble être un coup à l'aveugle. Tu le ressens dans le regard qui bouge de manière agitée, dans les doigts qui tambourinent sur la table, dans la façon dont le corps se tend sans qu'on lui demande. C'est ainsi que l'anxiété sabote la clarté. Elle cache l'essentiel derrière un rideau d'urgence, de doutes répétés et de scénarios qui ne se réaliseront probablement jamais. C'est comme essayer de déchiffrer une carte avec des mains tremblantes. Tout devient plus difficile, plus confus, plus épuisant. Lorsque tu parviens à réduire cette anxiété, même un peu, la différence est brutale. Le monde extérieur ne se transforme pas, mais ce que tu en vois change. Les détails sautent aux yeux, les gestes des autres deviennent plus nets, les opportunités ne passent plus inaperçues. La clarté mentale n'est pas un cadeau, c'est une conséquence directe de baisser le volume interne. Tu l'expérimentes en remarquant le poids des épaules se relâcher, en entendant ton propre pouls devenir plus calme, en sentant ta respiration descendre jusqu'à l'abdomen et ne pas rester coincé dans la gorge. C'est dans ces moments que tu comprends que la précipitation mentale ne fait que disperser ton énergie et te laisse vulnérable à l'erreur. En revanche, le calme est comme affiner le focus d'une lentille. Tout devient plus précis, moins réactif, plus réel. Nous avons tendance à croire que plus nous sommes anxieux, plus nous serons préparés à l'inattendu. Mais la vérité est que l'anxiété est le pire conseiller. Elle te fait voir des menaces, là où il n'y a que des possibilités. Elle te pousse à agir par réflexe et non par conviction. Les meilleures décisions ne viennent presque jamais de l'urgence. Elles surgissent lorsque tu laisses de l'espace pour que les idées se posent et que le panorama s'éclaircisse. C'est pourquoi moins d'anxiété signifie plus d'accès à ta propre intelligence. C'est dans la pause que viennent les solutions qui ne se présentent jamais sous la contrainte. L'esprit tranquille voit ce que l'esprit tendu déforme. Permets-toi de t'arrêter, même si la pression extérieure crie le contraire. Le véritable progrès se fait lorsque tu peux voir de face ce qui est devant toi, sans le filtre de l'urgence, ni le bourdonnement de 1000 préoccupations poussant derrière. Car la sérénité n'éteint pas le feu de la vie, elle le dirige. Plus de calme, plus de clarté. Moins d'anxiété, plus de pouvoir réel. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie appliquée. 5. Repose-toi pour avancer avec sens. Se reposer n'est pas une récompense, c'est une exigence si tu veux avancer avec sens. Celui qui le voit comme un luxe finit par payer cher son arrogance. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses. Si tu continues à croire que l'épuisement constant est un symbole d'engagement, tu te sabotes en silence. La culture de l'épuisement te vend l'idée que s'arrêter te rend faible, que se reposer est pour les tièdes, que tu dois serrer les dents et continuer même si ton corps et ton esprit te crient de t'arrêter. Ce récit est un poison lent. La vérité est autre. Seul celui qui s'arrête pour récupérer de l'énergie peut avancer avec force réelle et clarté. Les autres ne font que pousser leur propre fatigue jusqu'à l'effondrement. Ne confonds pas l'épuisement avec le mérite. Tu n'es pas plus précieux parce que tu dors moins, parce que tu remplis ton agenda à craquer ou parce que tu te vantes de ne pas avoir de temps pour toi. C'est de l'orgueil bon marché, pas de la grandeur. La fatigue accumulée ne te rend pas meilleur. Elle te rend simplement moins lucide et plus réactif. Je te le dis sans détour. Personne ne va t'applaudir pour devenir invisible sous la montagne de tâches que tu as choisi de porter. Arrête d'idolâtrer les martyrs de la productivité. Il n'y a pas de gloire à se détruire lentement. Le repos n'est pas seulement une récupération physique, c'est une réinitialisation mentale, un investissement direct dans ta capacité de réponse. Quand tu te refuses cette pause, quand tu fonctionnes à la limite, ta perception se déforme et tu perds le véritable sens de ce que tu fais. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si tu n'opères que depuis l'urgence et la fatigue. Le repos est une déclaration d'intelligence et de respect de soi.
Si tu ne le comprends pas, prépare-toi à voir ton énergie se fragmenter et tes objectifs perdre de leur direction. Veux-tu vraiment avancer? Apprends à t'arrêter avant de te briser. Celui qui ne se repose pas n'est pas fort, il est naïf. Ton esprit ne peut pas créer, voir des opportunités ou résoudre des problèmes si tu le soumets à une pression constante. L'épuisement chronique te rend prévisible, réactif, incapable de t'adapter. Celui qui sait s'arrêter à temps est celui qui peut se ressourcer et revenir plus concentré. Il ne s'agit pas de paresse, il s'agit de stratégie. Se reposer est le filtre qui sépare le mouvement inutile de l'avancement réel. Les stoïciens le savaient, le loisir conscient, la pause délibérée sont une tactique pour revenir au centre et voir la réalité sans la distorsion de la surcharge. Si tu ne te permets pas cet espace, le sens de ton effort se dilue et tu finis par devenir esclave de ton propre agenda. Repose-toi pour choisir, pas pour fuir. Repose-toi pour pouvoir te soutenir quand le véritable défi arrivera. Se reposer, c'est avancer. C'est la ligne que la plupart ne comprennent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 6. Ton énergie attire plus que tes mots. La réalité est dure. Tu peux dire ce que tu veux, répéter des discours de confiance ou réciter des phrases motivantes, mais au final, ce que tu projettes vraiment ne vient pas de ta bouche, mais de ton état intérieur. Il y a une énergie qui se transmet avant même que tu ne prononces un mot, et cette énergie est impossible à feindre. Tu peux essayer de convaincre le monde que tu es fort, serein et sûr de toi. Mais si à l'intérieur de toi, ce qui prédomine est la fatigue, l'anxiété ou la peur de l'échec, c'est cela que les autres perçoivent, même s'ils ne le comprennent pas de manière consciente. Ce n'est pas un mystère ésotérique ni de la spiritualité bon marché. C'est de la psychologie de base. Ta tension interne se filtre dans tes gestes, dans le rythme de ta voix, dans la manière dont tu écoutes ou interromps, dans la façon dont tu maintiens le regard ou évites le contact. Rien ne révèle plus ton monde intérieur que la qualité de ta présence. C'est la véritable monnaie avec laquelle tu négocies chaque opportunité, chaque lien, chaque résultat. Ce qui est le plus inconfortable à accepter, c'est que tu peux t'efforcer pendant des années de peaufiner ton discours, d'apprendre des stratégies de communication, de t'entourer de techniques pour faire bonne impression. Mais si tu n'ajustes pas l'énergie que tu dégages, tu obtiens seulement un vernis superficiel qui se fissure sous la première pression. L'esprit anxieux se trahit dans le corps agité et dans l'impatience. L'insécurité se manifeste dans les silences forcés, dans la tendance à te justifier pour tout, dans l'urgence de remplir chaque vide avec des mots inutiles. Peu importe comment tu le déguises, ce que tu n'as pas résolu à l'intérieur finit par saboter ce que tu essaies de construire à l'extérieur. Il n'y a pas de raccourci, le calme ne peut pas être feint, la confiance ne s'improvise pas, le respect ne se demande pas, il émane. Ton énergie arrive avant tes idées. Il y a un piège habituel, penser que être plus persuasif, plus charismatique, plus positif suffit à attirer de meilleures situations. Mais la vérité est que les gens réagissent aux états émotionnels plus qu'aux mots. Ils détectent, même s'ils ne savent pas l'expliquer, si tu es dans le manque ou dans l'abondance, si tu t'approches par besoin ou par liberté. Et pas seulement les gens, les situations, les opportunités, même les résultats tendent à s'aligner avec le niveau à partir duquel tu opères. L'anxiété repousse, le calme attire, la peur te met en mode défense, la sérénité te rend magnétique. Il n'y a pas moyen de tromper la vie là-dessus, c'est brutalement honnête. Tu ne peux attirer que ce que tu cultives déjà intérieurement. Si ton énergie est de rareté, tout autour de toi te le rappellera. Si ton énergie est de calme et de certitude, même les défis deviennent plus gérables. Il ne suffit pas de vouloir, il faut maintenir une présence qui le permette. Le corps et l'esprit ne mentent pas. Change d'abord ton énergie, puis change ta réalité. Ce que tu irradies pèse plus que ce que tu déclares. C'est la véritable influence. 7. Savoir recevoir est une compétence essentielle. On te propose de l'aide avec les sacs au supermarché et ton premier instinct est de la refuser.
Quelqu'un te fait un compliment sincère et tu le minimises, disant que ce n'est pas grand-chose. Un ami insiste pour t'inviter à un café et ta réponse automatique est de chercher ton portefeuille, comme si accepter était un fardeau ou une dette gênante. Il y a un schéma là-dedans. L'inconfort face à l'acte de recevoir, la tendance à bloquer tout ce qui ne vient pas de nos propres efforts ou de notre contrôle. On nous a appris, presque sans s'en rendre compte, à ne valoriser que ce que nous obtenons par la force, comme si accepter quelque chose qui arrive sans lutte était un signe de faiblesse ou de dépendance. Et c'est là que commence le problème, car rejeter ce que la vie t'offre est une forme silencieuse d'auto-sabotage. En analysant cette réaction, ce qui apparaît est un mélange de fierté mal placée et de méfiance. La fierté te fait sentir que tu ne mérites rien, que tu n'es pas combattu jusqu'à l'épuisement. La méfiance te murmure que tout cadeau cache un piège, que ce que tu ne contrôles pas peut se retourner contre toi. Le résultat pratique est que tu fermes les portes aux opportunités, au soutien et même aux petits plaisirs qui pourraient alléger ta journée. Savoir recevoir n'est ni de la passivité, ni de la commodité. C'est reconnaître la valeur de l'ouverture et de l'humilité. L'autosuffisance absolue est une fantaisie qui ne conduit qu'à l'épuisement et à l'isolement. La vie ne fonctionne pas comme un système de récompense strictement proportionnel à l'effort. Souvent, le meilleur arrive par des voies inattendues, et seul celui qui est ouvert peut en tirer parti. Si tu examines la racine de ce sujet, tu remarqueras qu'au fond de l'incapacité à recevoir se cache la peur. La peur de rester redevable, de perdre le contrôle, de t'exposer à une éventuelle déception. Mais cette peur agit comme un filtre qui déforme la réalité et limite ta croissance. La paradoxe est que plus tu bloques la possibilité de recevoir, plus le chemin devient difficile. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre, mais d'entraîner une disposition mentale qui te permette de reconnaître et d'accepter ce qui arrive sans résistance inutile. Recevoir est aussi une compétence stratégique. Cela élargit ton réseau de ressources, enrichit ton expérience et te permet d'avancer avec moins d'épuisement. L'humilité d'accepter ne te diminue pas, elle te multiplie. Laisser entrer le bon est aussi important que de s'efforcer de l'obtenir. La clé est d'ajuster ce mécanisme interne qui rejette par principe. Demande-toi combien de fois au cours de la dernière semaine tu as bloqué un soutien, une opportunité ou même un mot aimable, juste parce que tu as ressenti que tu ne l'avais pas mérité. C'est là le véritable travail. Désactiver le réflexe de rejet et entraîner l'ouverture. Souviens-toi de ceci, ce que tu ne reçois pas, tu le perds doublement. Savoir recevoir est une force, pas une faiblesse. Celui qui apprend à ouvrir la main apprend aussi à multiplier ce qu'il a. 8. Lâcher prise sur les attentes ouvre de nouvelles opportunités. Je vais être brutalement honnête. Je me suis surpris moi-même de nombreuses fois à fabriquer un scénario mental sur la façon dont les choses devraient se dérouler, anticipant des réponses, des résultats, jusqu'à des gestes des autres. Je peux être assis devant une table, attendant que l'autre personne dise ce que j'imagine, ou regardant mon téléphone en attendant un message qui, dans ma tête, a déjà même les mots exacts. C'est épuisant, mais nous le faisons presque sans nous en rendre compte. Nous remplissons l'espace avec des attentes, comme si cela pouvait nous protéger de la déception ou nous assurer une petite dose de contrôle. Et il ne faut pas longtemps pour que la frustration arrive, car la vie n'est pas une pièce de théâtre écrite par nous. Les gens réagissent différemment, les plans ne suivent pas le scénario, et ce que vous attendiez ne se produit pas toujours. Ce qui est curieux, c'est qu'à ces moments-là, le corps réagit. Muscles tendus, regard fixe, cherchant des signes qui confirment ce que l'on attend. Poitrine un peu serrée. C'est cette rigidité invisible qui commence à te fermer des portes, à limiter des possibilités que tu ne vois même pas, parce que tu es seulement concentré sur la réalisation de ton script. C'est le piège de l'attente. Au lieu de t'ouvrir à ce qui peut surgir, tu deviens une version rigide de toi-même, incapable de t'adapter. Tu le remarques dans les petits détails. Le geste maladroit quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, la hâte de corriger ou d'expliquer, la résistance presque automatique à l'inattendu.
Le problème n'est pas seulement mental, il est physique. Cette tension s'installe dans la mâchoire, dans les poings serrés, dans la voix qui devient moins naturelle. Et plus tu t'accroches à ce que cela devrait être, moins tu laisses d'espace pour ce qui peut arriver. C'est comme si tu étais tellement occupé à défendre tes scénarios que tu passes à côté de l'opportunité réelle que la situation t'offre. L'attente est un filtre. Elle déforme ce que tu vois et ce que tu reçois. Lâcher prise sur les attentes n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est cesser de vivre sur la défensive, de demander à la réalité de s'adapter à tes plans et commencer à te déplacer avec ouverture. Quand tu le fais, tu remarques une différence tangible. Ton corps se détend, la conversation coule, les solutions apparaissent là où il n'y avait auparavant que de la résistance. Ce qui semblait être une déception est parfois juste une autre forme d'opportunité. Mais pour le voir, il faut lâcher le contrôle et regarder ce qu'il y a vraiment devant soi, pas ce que tu veux qu'il y ait. La flexibilité est une force, la rigidité est un épuisement. S'ouvrir au nouveau n'est pas de la passivité, c'est une stratégie active. J'ai appris que les meilleures opportunités arrivent par des chemins que je n'aurais jamais anticipés. Quand tu cesses d'exiger à la vie qu'elle réponde à tes attentes, la vie te répond avec des possibilités que tu n'aurais même pas imaginées. Ce que tu attends te enferme, ce que tu reçois t'élargit. C'est la phrase que je veux que tu retiennes. Laisse de l'espace dans ton agenda mental pour l'inattendu. C'est là où se trouve souvent la valeur. Quand tu lâches le script, la vie improvise quelque chose de mieux. 9. Se détendre est une décision stratégique. La tension dans laquelle tu vis est comme un poing fermé. Plus tu serres, moins le sang circule. Plus tes doigts s'engourdissent, plus tu deviens inutile même pour les tâches les plus simples. Quel sens cela a-t-il d'avancer dans la vie ainsi, accroché à tout, te durcissant de l'intérieur comme de l'extérieur, croyant que cette rigidité va te sauver de quelque chose? Se détendre n'est pas un luxe, ni une faiblesse, ni une pause pour ceux qui ont déjà accompli ce qu'ils devaient accomplir. Se détendre est une décision stratégique et, si tu refuses, ce n'est pas parce que tu es fort. La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'érode en silence. Elle se glisse entre les conversations qui vous vident, les soucis que vous répétez, les personnes qui absorbent votre énergie et les pensées qui ne se taisent pas, même la nuit. Il arrive un moment où ce n'est plus le monde qui vous épuise, mais ce que vous autorisez en vous. Vivre en paix ne signifie pas s'isoler, mais apprendre à fermer les bonnes portes. Chaque jour, nous portons plus que ce qui nous appartient. Nous disons oui quand nous voulons dire non. Nous supportons ce qui nous blesse pour ne pas déranger et nous laissons les petites habitudes devenir des chaînes invisibles. Nous ne le remarquons pas parce que l'épuisement mental ne crie pas. Il se manifeste par l'impatience, la fatigue sans raison et le sentiment constant que quelque chose manque, même si tout semble bien. Cette vidéo est un nettoyage en profondeur de l'âme. Il ne s'agit pas de chercher davantage, mais de lâcher ce qui est superflu. Comprendre que beaucoup des causes de malaise ne se montrent pas ouvertement. Elles se cachent dans le quotidien, dans les comparaisons, dans les justifications, dans la procrastination éternelle de ce que nous savons que nous devons faire. Récupérer la paix est un acte de discipline. Ce n'est pas une retraite spirituelle ni une promesse vide. C'est avoir le courage d'éliminer avec silence et fermeté tout ce qui vole votre énergie. Parce que tant que vous continuerez à porter ce dont vous n'avez pas besoin, vous ne progresserez jamais légèrement. Et ce voyage, plus qu'à vous apprendre à trouver la paix, vous montrera comment la maintenir même au milieu du bruit. 1. Éloigne-toi de ce qui épuise ton énergie. Il y a des lieux qui éteignent la lumière intérieure, tout comme une pièce sans fenêtre. Tu y entres avec clarté, mais au fur et à mesure que les minutes passent, tout devient opaque, lourd, et sans t'en rendre compte, tu commences à perdre de la force. Il en va de même avec certaines personnes, habitudes ou environnements. Ils ne te volent pas ton énergie d'un coup, ils la drainent lentement, jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles fatigué sans raison, confus face à un vide que tu ne comprends pas.
Et il ne s'agit pas seulement de fatigue physique, mais d'une perte émotionnelle profonde, d'une déconnexion avec ton centre, avec ton calme, avec ton but. T'éloigner de ce qui t'épuise n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect envers toi-même. La plupart des gens restent là où il n'y a plus de croissance, par peur du jugement, par habitude, ou par la fausse idée que renoncer équivaut à échouer. Mais la vérité est que rester dans un lieu qui consomme ta paix est ce qui te défait vraiment. Parfois, se retirer ne signifie pas fuir, mais préserver ton équilibre. Tu n'as pas à expliquer à quiconque pourquoi tu es parti. Chaque fois que tu permets à quelqu'un, à une situation ou même à une pensée négative d'occuper ton esprit, tu cèdes une partie de ton énergie vitale. C'est comme ouvrir une fissure par laquelle s'échappe ton pouvoir interne. Les stoïciens le comprenaient, ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'importance que tu lui accordes. Si chaque jour tu concentres ton attention sur ce qui t'épuise, la vie t'échappe entre l'inquiétude et l'irritation. Mais quand tu choisis de te retirer avec sagesse, non pas par colère mais par conscience, tout change. La distance te rend la perspective. Commence par observer ce qui te laisse vide. Peut-être sont-ce des conversations qui tournent toujours autour de la même chose. Des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Ou des lieux où ton esprit se sent obligé de faire semblant. Apprends à remarquer comment tu te sens après avoir été dans certains espaces ou avec certaines personnes. Si tu finis plus fatigué qu'à ton arrivée, c'est le signe. Tu n'as pas besoin de l'analyser autant. Il suffit de faire un pas en arrière. Le corps et l'esprit savent quand quelque chose ne vibre pas avec toi. Le problème est que nous cessons de les écouter par peur de perdre. Mais tu ne perds rien de précieux en t'éloignant du bruit, tu récupères de l'énergie pour créer, penser et vivre avec plus de clarté. Éloigne-toi sans drame, sans explication, sans ressentiment. Fais-le avec la sérénité de celui qui se choisit lui-même. Les personnes qui t'apprécient vraiment comprendront ton silence. Celles qui ne le font pas ne comprendraient jamais tes raisons. Souviens-toi que tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui te rend malade, ni avancer lorsque ce qui t'entoure te lie au passé. Et lorsque tu commences à t'éloigner, tu remarqueras quelque chose de curieux. Tout ce qui semblait indispensable cesse d'avoir du poids. Ta respiration devient plus profonde, tes pensées plus claires et ta présence plus forte. Chaque acte de distanciation est une déclaration de pouvoir. Tu n'as pas besoin que le monde approuve tes décisions. La véritable force consiste à reconnaître quand quelque chose t'épuise et à avoir le courage de partir sans regarder en arrière. Car ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Protéger ton énergie est le premier pas vers une vie en paix. Une vie où tout ne mérite pas ta réaction ni ton attention. Et lorsque tu apprends à choisir le calme plutôt que la mauvaise compagnie, le silence plutôt que la dispute et la solitude plutôt que la confusion, tu te rends compte de quelque chose. Ce n'était pas le monde qui te fatiguait, c'était les connexions que tu ne savais pas lâcher. À partir de ce moment, ton énergie redevient tienne. Et la paix que tu avais perdue commence à se reconstruire, non pas avec du bruit, mais avec le silence de celui qui a finalement compris que s'éloigner est aussi une forme d'amour, mais cette fois, de l'amour pour toi-même. 2. Agis aujourd'hui, pas un jour. Le un jour est un voleur silencieux. Il te promet la tranquillité, te murmure que tu auras du temps, que demain sera différent. Mais pendant que tu attends ce moment idéal, la vie s'échappe goutte à goutte. C'est le mirage le plus dangereux, car il te fait croire que tu avances, alors qu'en réalité tu es immobile. Vivre en attendant le moment parfait pour agir, c'est comme regarder un feu s'éteindre tout en tenant l'eau dans tes mains, en croyant que le temps ne le consumera pas. Il n'y a pas de poids plus lourd que celui de tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait en attendant l'occasion correcte. Chaque jour reporté devient une dette envers toi-même. Tu dis que tu as besoin de motivation, alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est la décision. Parce que le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Le monde ne s'arrêtera pas pour que tu sois prêt. Les stoïciens disaient que l'action est le remède à la peur, et ils avaient raison. Lorsque tu agis, même par petits pas, la peur se dissipe, les doutes s'éclaircissent, et l'énergie recommence à circuler.
Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer, juste la volonté d'arrêter de reporter ta vie. Pense à combien de fois tu as répété « quand j'aurai le temps »,« quand je me sentirai prêt »,« quand les choses changeront ». Mais ce « quand » n'arrive pas parce qu'il est construit sur l'illusion du contrôle. Tu crois que tu as besoin que tout soit aligné pour avancer, alors qu'en réalité l'ordre arrive après avoir fait le premier pas. Le mouvement génère de la clarté, pas l'inverse. Chaque action, aussi minime soit-elle, te sort de l'inertie et te rapproche de la maîtrise de toi-même. La discipline ne se construit pas avec des intentions, mais avec des actes, et ces actes n'existent que dans le présent. Commence aujourd'hui, même si tu ne te sens pas prêt. Si tu attends de te sentir prêt, tu attendras toute ta vie. Agir ne signifie pas avoir confiance, cela signifie avoir du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de bouger malgré elle. Lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, la peur perd de son pouvoir, le bruit mental s'éteint et la clarté apparaît. Parce qu'il n'y a pas de pensée plus libératrice que de remplir ton devoir, même si personne ne l'applaudit. Le saint jour vole plus de rêves que l'échec. Combien d'idées sont restées dans des cahiers? Combien de projets sont morts dans des conversations? Combien de fois as-tu dit que tu commencerais demain et des années ont déjà passé? L'action est la seule chose qui transforme la pensée en réalité. Peu importe si tu trébuches, ce qui compte, c'est que tu avances. La vie ne récompense pas les bonnes intentions, elle récompense la constance. Si tu échoues, tu apprends. Si tu doutes, tu ajustes. Mais si tu attends, tu stagnes. Commence par ce que tu as, avec ce que tu es, là où tu es. Tu n'as pas besoin de conditions idéales, juste de l'engagement. Chaque jour où tu te lèves et fais ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie, tu renforces ton caractère. Et ce caractère est celui qui te mènera à construire une vie avec un but. Les stoïciens parlaient de la valeur de l'action vertueuse, parce qu'ils comprenaient que la sagesse sans pratique n'est que théorie vide. Rappelle-toi ceci, demain n'est pas promis, et le temps que tu crois avoir n'est qu'une illusion agréable. Personne ne sait combien d'opportunités lui restent, et les gaspiller en attendant le confort est une forme d'auto-tromperie. Le moment d'agir est maintenant, même si le chemin n'est pas clair, même si le résultat n'est pas sûr, parce que pendant que les autres attendent encore le « un jour », tu seras en train de créer le tien. Et c'est le secret de ceux qui atteignent la paix intérieure. Ils n'attendent pas que tout change pour bouger, ils bougent pour que tout change. 3. Ne te justifie pas, sois clair. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils portaient un mégaphone invisible, essayant d'expliquer chaque pas, chaque choix, chaque silence. Ils le font par peur d'être mal interprétés, de décevoir ou de mal paraître aux yeux des autres. Mais dans ce besoin constant de te justifier se cache un piège. Tu cèdes ton pouvoir. Quand tu expliques trop, tu donnes aux autres l'autorité de juger ton chemin, comme si tu avais besoin de leur permission pour être qui tu es. Et rien ne vole plus la paix que de vivre en cherchant l'approbation dans chaque mot. De justifier constamment est une manière élégante de t'excuser d'exister. Tu t'habitues à adoucir tes décisions pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise, à cacher ce que tu penses par peur de ne pas correspondre, à diminuer ton authenticité pour ne pas être pointé du doigt. Mais la clarté n'a pas besoin d'ornement. Être clair ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie parler fermement à partir de la vérité intérieure. Les stoïciens le savaient bien. Le sage ne se défend pas, il agit simplement selon ses principes. Celui qui se connaît n'explique pas, il démontre. Chaque fois que tu essaies de te justifier, tu dis sans mots que tes décisions ont besoin de validation. Mais la maturité arrive quand tu comprends que tu n'as pas à convaincre personne. Tes raisons ne sont pas une monnaie d'échange. Tu ne dois pas d'explication à ceux qui ne participent pas à ton effort, ni d'excuses à ceux qui ne comprennent pas ton but. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, car celui qui cherche à te manipuler avec de la culpabilité ne supporte pas le silence. Il a besoin de ta justification pour continuer à drainer ton énergie. Être clair nécessite du courage. Il faut savoir dire non sans fioriture, oui sans peur et assez sans culpabilité.
Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, et c'est bien. Tout le monde ne comprendra pas tes limites, et c'est bien aussi. Tu ne peux pas contrôler l'interprétation des autres, seulement l'intention avec laquelle tu parles. Et quand tes mots viennent du calme, tu ne réagis plus, tu réponds. La différence est énorme. Réagir est agir à partir de l'émotion, répondre et le faire à partir de la conscience. Apprends à lâcher le besoin d'être compris. Celui qui te connaît vraiment n'a pas besoin d'explications. Et celui qui veut discuter de ta vérité ne les acceptera pas même si tu les donnes. Sois clair avec toi-même d'abord. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour prouver quelque chose ou parce que tu y crois vraiment? La clarté intérieure se reflète toujours dans la façon dont tu t'exprimes. Quand ton but est ferme, tes mots coulent naturellement, sans effort. Vivre en te justifiant te maintient coincé dans l'insécurité. Mais quand tu choisis la clarté, tu te libères. La clarté ne cherche pas à convaincre, elle cherche à vivre en cohérence. Sénèque disait que celui qui suit son propre chemin n'a pas besoin de regarder en arrière pour vérifier si les autres l'approuvent. C'est ce que signifie avoir une direction. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'avoir le courage de soutenir ta vérité, même quand elle n'est pas populaire. Pratique-le au quotidien. Quand quelqu'un remet en question tes limites, n'explique pas trop. Réaffirme-les simplement. Quand quelqu'un doute de tes décisions, ne te fatigue pas à défendre ta vision. Si ta conscience est tranquille, cela suffit. La vie est trop courte pour la passer à justifier chaque pas. Utilise cette énergie pour avancer, pas pour convaincre. Avec le temps, tu découvriras quelque chose de puissant. Plus tu es clair, moins tu as besoin de parler. Les actions cohérentes éliminent le besoin d'explication. Les gens respectent plus celui qui agit en silence que celui qui se justifie avec des mots. Parce que la vraie force ne se démontre pas en parlant. Elle se démontre en gardant son calme quand les autres attendent une réaction. 4. Arrête de te comparer. Te comparer aux autres, c'est comme regarder ton reflet dans un miroir brisé. Ce que tu vois n'est pas la vérité, c'est une distorsion créée par l'esprit. Chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. Tu commences à mesurer ta valeur avec des règles qui ne sont pas les tiennes, à te sentir insuffisant parce que tu n'as pas ce que l'autre a ou parce que tu n'es pas où l'autre est. Mais la comparaison ne naît pas de l'admiration, mais du vide. Et tant que ce vide n'est pas comblé par un but, il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, de plus attirant, de plus réussi ou de plus heureux avec qui rivaliser, même si cette compétition n'existe que dans ton esprit. Le problème n'est pas de regarder les autres, c'est d'oublier qui tu es quand tu le fais. Nous vivons à une époque où tout le monde montre le meilleur de sa vie et cache ce qui fait mal. On te bombarde d'images de succès, de corps parfaits et de réalisations constantes, et si tu n'as pas un esprit fort, tu tombes dans le piège de croire que tu es en retard. Mais personne ne publie ses batailles internes. Personne ne montre les nuits de doute ou les peurs qu'il porte. La comparaison te rend aveugle à cette vérité. Tu ne te rends pas compte que tu compares peut-être ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrêter de te comparer ne signifie pas te contenter. Cela signifie respecter ton processus. Chaque personne a un rythme différent et un chemin différent. Ce qui pour l'un est un triomphe, pour l'autre peut être à peine le début. Les stoïciens parlaient du contrôle interne, de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Et rien ne dépend moins de toi que la vie des autres. Tant que tu continues à regarder vers l'extérieur, tu ne verras pas ce que tu peux construire à l'intérieur. L'esprit perd de sa force lorsqu'il se disperse dans la vie des autres. Commence à observer sans envie, sans désir, sans jugement. Si tu vois quelqu'un accomplir ce que tu désires, inspire-toi, ne te punis pas. Admire sans te comparer, apprends sans te sentir inférieur. Chaque réussite des autres peut te servir de guide, pas de blessure. Lorsque tu transformes la comparaison en inspiration, tu cesses de perdre de l'énergie et tu commences à gagner en concentration. Mais lorsque tu permets à la comparaison de se transformer en frustration, tu te voles la possibilité d'avancer. La comparaison peut aussi se déguiser en exigence. Tu veux être meilleur, mais tu le fais à partir du manque, pas de l'évolution. Cette pression constante pour surpasser tout le monde n'est pas de l'ambition,
c'est la peur de ne pas être suffisant. Et la peur, lorsqu'elle dirige tes décisions, te mène à des endroits qui ne te représentent pas. Tu agis pour prouver, pas par conviction. Libère-toi de cette chaîne. Tu n'es pas venu pour être une copie améliorée de quelqu'un d'autre. Tu es venu pour développer ta propre essence, pour polir tes vertus et accepter tes imperfections. La vraie croissance n'est pas d'être plus que les autres, c'est d'être plus que ta version précédente. Compétitionne seulement avec toi-même. Demande-toi si aujourd'hui tu es plus sage, plus discipliné, plus serein qu'hier. C'est la seule comparaison qui a du sens. Quand tu arrêtes de regarder sur les côtés, tu commences à regarder en avant. La clarté revient. Il n'y a plus d'anxiété à atteindre ce que l'autre a, parce que tu comprends que ton moment arrive quand tu es prêt, pas quand tu le désires. Et chaque pas, aussi petit soit-il, a de la valeur s'il te rapproche de ta vérité. Arrêter de te comparer est une révolution silencieuse. Elle te sort du bruit, te rend le contrôle et t'apprend que la paix intérieure n'est pas obtenue en accumulant des réalisations, mais en cessant de mesurer ta valeur avec des normes étrangères. Ce qui est pour toi arrivera et ce qui ne l'est pas n'avait simplement pas ton nom. À ce moment-là, tu comprendras que personne n'est ta compétition, que chaque âme a sa propre horloge et que tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu as besoin d'être pour apprendre ce qui te revient. 5. Transforme la douleur en action. La douleur est comme le feu, elle peut te consumer ou te forger. Dans sa forme la plus destructrice, elle te paralyse, t'enferme dans des pensées répétitives, te fait revivre ce qui est déjà passé. Mais quand tu apprends à la maîtriser, ce même feu devient force, élan, mouvement. Le problème n'est pas la douleur, mais ce que tu en fais. Beaucoup l'utilisent comme excuse pour abandonner, d'autres comme raison de se transformer. Et c'est là la différence entre celui qui reste coincé dans la blessure et celui qui la transforme en pouvoir. La souffrance ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois elle se déguise en fatigue, en frustration ou en ce silence qui pèse. Tu l'ignores, tu l'enterres, mais elle reste là, exigeant son prix.